Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où nous allons pouvoir discuter d'un des chapitres ou plutôt d'une des présentations les plus intéressantes de cette formation et qui consiste à pouvoir apprendre comment effectuer une PIA. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction suivie par la définition d'un PIA, les impacts sur la vie privée, la méthodologie à suivre et enfin comment pouvoir effectuer un PIA. Tout d'abord, il faut savoir qu'un PIA repose sur deux piliers. Tout d'abord, sur les principes et droits fondamentaux non négociables qui sont fixés par la loi et doivent être respectés, qui ne peuvent faire l'objet d'aucune modulation, entre autres dans notre cas, par la réglementation européenne sur la protection des données, donc, quelle que soit bien sûr la nature, la gravité ou la vraisemblance des risques encourus. Ensuite, nous retrouvons la gestion des risques sur la vie privée des personnes concernées, qui permet de déterminer les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel. La première question qu'on va pouvoir se poser est pourquoi mener un PIA? Donc un PIA peut être mené sur tout traitement de données à caractère personnel ou produits complexes, novateurs, donc dont les enjeux sont importants. Il peut également y avoir une obligation légale de mener un PIA, comme par exemple dans notre cadre spécifique à la réglementation européenne. Donc, les données à caractère personnel peuvent avoir une valeur pour l'organisme qui les traite, mais leur traitement engendre également, de facto, une importante responsabilité du fait que des risques qu'il fait encourir sur la vie privée des personnes concernées. Elles ont également une valeur pour les personnes concernées, donc si elles peuvent leur être utiles à réaliser des démarches administratives ou commerciales ou autres traitements. Par ailleurs, la donnée peut aussi s'agir d'une valeur marchande dans le cas où elles sont exploitées à des fins commerciales ou malveillantes. La PIA ou le PIA va donc contribuer à démontrer la mise en œuvre des principes de protection de la vie privée afin que les personnes concernées gardent la maîtrise de leurs données à caractère personnel, qui est tout le sujet de cette réglementation européenne. Maintenant, qu'est-ce qu'un risque sur la vie privée? Un risque est un scénario hypothétique qui décrit comment la source ou comment des sources de risque pourraient exploiter les vulnérabilités des différents supports donc de données à caractère personnel, par exemple les systèmes de gestion de fichiers, etc., dans le cadre d'une menace, tels que le détournement par envoi de courrier électronique, et permettre à des événements redoutés de survenir, tels que des accès illégitimes aux données à caractère personnel, et ainsi provoquer des impacts sur la vie privée des personnes concernées. Comme on a pu le découvrir tout à l'heure, le niveau de risque est estimé en termes de gravité, mais aussi de vraisemblance. La gravité représente l'ampleur d'un risque, et sachant qu'elle dépend essentiellement du caractère préjudiciable des impacts potentiels, et la vraisemblance traduit la possibilité d'occurrence d'un risque. La démarche de conformité mise en œuvre en menant un PIA repose sur le respect des principes de protection de la vie privée. Tout d'abord, le respect des principes juridiques en matière de protection de la vie privée, finalité déterminée, explicite et légitime, données adéquates, ainsi de suite, mais aussi la gestion des risques liés à la sécurité des données à caractère personnel ayant un impact sur la vie privée des personnes concernées. Et ainsi, pour se mettre en conformité avec le règlement en vigueur, il faudra tout d'abord délimiter et décrire le contexte des traitements considérés, identifier les mesures existantes ou prévues dans ce contexte-là, pour respecter les exigences légales et traiter les risques sur la vie privée, accepter ou apprécier les risques sur la vie privée pour vérifier s'ils sont convenablement traités, et enfin, prendre la décision de valider de manière dont il est prévu de respecter les principes de protection de la vie privée et de traiter des risques ou bien réviser les étapes précédentes. La démarche devrait donc être employée dès la conception d'un nouveau traitement DCP pour données à caractère personnel, où en effet une application en amont permet de déterminer les mesures nécessaires et suffisantes et donc optimiser les coûts. A contrario, une application tardive alors que le système est déjà créé
et les mesures en place peuvent permettre en question nous retrouvons donc un petit schéma qui résume ce qu'on a pu voir au niveau des slides précédents. De manière générale, un PIA est mené par un responsable de traitement ou un fournisseur de produits. Un PIA requiert la participation de plusieurs parties prenantes du responsable de traitement avec des rôles et responsabilités différentes selon les étapes. Ces responsabilités peuvent être adaptées à chaque contexte particulier. Elles doivent notamment être adaptées au processus de l'organisme, tel que la gestion de projet. Donc, en outre, des personnes extérieures à l'organisme peuvent devoir être impliquées ou informées. Allons découvrir comment pouvoir effectuer un PIA convenablement. Pendant ce lab, nous allons donc pouvoir utiliser l'outil fourni par le CNIL pour l'analyse d'impact sur la protection des données. Pour commencer, nous allons donc cliquer sur Commencer. Si vous avez déjà un PIA en cours, vous pouvez l'exploiter, sinon vous pouvez en créer un nouveau. Nous allons donc choisir ce dernier, donc on va le nommer Analytics. On va saisir un nom et prénom du responsable de traitement, de celui de l'évaluation et de la validation. Par la suite, nous allons cliquer sur Commencer. À partir de là, nous allons pouvoir commencer à remplir les différents champs demandés. En parallèle, vous trouverez aussi que ce qu'on a pu découvrir au niveau de la présentation de manière théorique est appliqué de manière pratique. Vous pouvez utiliser le petit menu à droite afin de pouvoir vous orienter vers ce qui doit être présenté ou saisi. Donc, tout d'abord, on va saisir les informations concernant le traitement dont fait l'objet l'étude. Donc on devra présenter le traitement considéré, les finalités, etc. Donc créer analyse de données récoltées via des formulaires par exemple à des fins de mise en place de statistiques. Ensuite, il nous faudra spécifier donc quelles sont les responsabilités liées au traitement, donc la personne physique ou morale, l'autorité publique ou autre, donc votre organisme qui seul ou conjointement avec d'autres détermine la finalité des moyens des différentes opérations qui vont être appliquées. Vous avez aussi les différentes références vers les articles du RGPD. Donc là, on va spécifier les responsabilités des parties prenantes, donc entreprise mère, stockage, entreprise 1, analyse, entreprise 3, reporting. Par la suite, on pourra définir les référentiels applicables. Donc, je vais spécifier code conduite 1. Et à chaque fois que vous allez remplir une case, vous avez une petite explication de ce que vous devez mettre en place. Par exemple, dans ce cas, recenser les référentiels applicables au traitement utile à respecter, code de conduite, etc., etc. Ensuite, on va cliquer sur demander l'évaluation. Voilà. Ensuite, continuer. Et à partir de là, nous allons aller vers l'option données, processus et support. Là, on devra spécifier les différentes données qui sont traitées. Donc, les données personnelles concernées, description des process, ainsi de suite. Par la suite, le cycle de vie des données et les supports de données disponibles. À partir de là, nous allons continuer avec les proportionnalités de nécessité. Donc là, tout d'abord, nous allons spécifier les finalités de traitement, si on s'est déterminé de manière explicite et légitime, suivi ensuite par les fondements qui rendent donc le traitement licite. Les données collectées ensuite sont-elles donc adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, le but étant de pouvoir minimiser la récolte de données. Ensuite, il faudra spécifier si les données sont à jour et comment
Tenons-nous ces données à jour ainsi que la spécification de la durée de conservation des données. Ensuite, on va cliquer sur Suivant pour découvrir les différentes mesures protectrices des droits, en spécifiant donc comment les personnes concernées sont-elles conformées par rapport au traitement, comment le consentement des personnes concernées est-il obtenu. Donc j'écris un petit peu n'importe quoi, juste en guise d'exemple. Ensuite, comment les personnes concernées peuvent-elles exercer leur droit à l'accès à la portabilité, et ainsi de suite par rapport aux différents autres droits qu'on a pu découvrir ensemble. Et à partir de là, nous allons pouvoir arriver aux différents risques qu'on peut rencontrer. Et donc, on va essayer de créer, au niveau de cette section qui va nous permettre de pouvoir apprécier les risques sur la vie privée, donc de créer des mesures existantes ou prévues, telles que le chiffrement, l'anonymisation, la journalisation, la lutte contre les logiciels malveillants, la sauvegarde des données, et ainsi de suite. À partir de là, nous allons donc spécifier par rapport aux différentes mesures une évaluation, par exemple au niveau du chiffrement qui est acceptable, l'anonymisation améliorable, pareil pour la journalisation, supposant que la lutte contre les logiciels malveillants est à corriger, et sauvegarde de données acceptable. Ensuite, il nous faudra spécifier quels sont les principaux impacts sur les personnes concernées. Donc, vol de données, par exemple. Vol d'identification. Je vais mettre délit bancaire, etc., etc. Ensuite, spécifier quelles sont les menaces qui pourraient permettre la réalisation du risque. Je vais mettre malwares, keyloggers, ainsi de suite. Quelles sont les sources aussi des risques qui pourraient être à l'origine. Donc, source humaine, par exemple, interne, et source humaine externe. Parmi donc les mesures aussi qu'on a pu choisir, quelles sont les mesures, parmi celles qu'on a pu identifier qui contribuent à traiter le risque, par exemple, je vais mettre chiffrement. Déjà, vous avez la petite flèche avec les différentes informations que vous avez spécifiées tout à l'heure. Et là, vous pouvez commencer à estimer la gravité du risque par rapport, donc en fonction donc, des impacts potentiels et des mesures prévues, par exemple limitées, et comment pouvons-nous estimer la vraisemblance du risque, notamment au regard des différentes menaces. On va spécifier maximal. Donc là, vous devrez justifier donc les différentes, donc on a le degré de gravité du risque. Justification 1. Donc ce que vous avez choisi ensuite, et pareillement pour la vraisemblance estimée. Donc, justification 2. Donc ici, en fait, vous avez quelques exemples avec explication comme vous pouvez le voir. Par la suite, vous allez pouvoir continuer à spécifier les différents risques par rapport aux accès légitimes. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc là, c'était exactement la même chose par rapport aux modifications non désirées, mais aussi à la disparition des données. Et à partir de là, vous pourrez donc disposer d'une vue d'ensemble des différents risques que vous pouvez rencontrer par rapport aux impacts potentiels, menaces, sources, mais aussi mesures. Au niveau des trois volets qu'on a pu voir, l'accès illégitime à des données, modification non désirée des données, encore disparition de données. Par la suite, vous disposez aussi d'une cartographie de risque, mais aussi d'un plan d'action qui a été généré automatiquement par rapport à ce que vous avez pu donner comme information au niveau du formulaire. Une fois que vous avez validé l'ensemble des étapes du processus, à partir de là, vous aurez une meilleure vue par rapport au plan d'action effectué, par rapport aux différents principes fondamentaux, mais aussi par rapport aux mesures existantes et aux risques, et une meilleure cartographie des risques. À partir de là, et seulement là, vous pourrez valider le PIA. Donc, vous pouvez faire une validation simple ou faire signer PIA par le responsable. Donc, on va faire
une validation simple et voilà, cette dernière a été effectuée correctement. Vous pouvez la télécharger à chaque moment. Vous pouvez aussi la télécharger à chaque moment. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.